tous. Merci de vous être déplacés sur cet atelier qui, je vous l'assure, sera le meilleur atelier de toute la journée. Et d'ailleurs, vous pourrez en juger à la qualité des intervenants, à savoir tout d'abord Stéphanie Verreg de l'OPCO 2i, qui est directrice appui aux branches et actions prospectives, et Hervé Dagan de Constructis, qui est responsable de l'Observatoire études et ingénierie. Donc Stéphanie Verreg pour le secteur de l'industrie et Hervé Dagan pour le secteur du bâtiment travaux publics. Donc là, le sujet de cet atelier, c'est les apports de la prospective sectorielle pour les deux secteurs de l'industrie et des travaux publics. Alors par rapport aux ateliers qui se sont tenus ce matin, je pense que il y a un grand intérêt à participer à cet atelier cet après-midi, parce que ce matin, nous avons vu beaucoup d'entreprises qui, en fait, mettaient en œuvre une politique RSE au sein de leurs entreprises, mais on n'a pas beaucoup parlé de compétences pour les salariés au sein de ces entreprises. Et nos deux intervenants sont des spécialistes de la prospective, et donc sont à même de mener des études pour savoir quelles seront les compétences nécessaires pour les entreprises de demain en matière de RSE. Alors la RSE, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui encore, c'est une grande nébuleuse. Ce matin, notre collègue présidente d'IUT nous parlait de nuages. Bon, ça traduit bien, ça représente bien la diversité et les aspects très transversaux de la RSE. Mais pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la RSE reste non pas un nuage, mais un vaste brouillard, un brouillard bien épais. Donc pour cela, bien entendu, nécessité d'acquérir des connaissances pour accompagner ces entreprises, parce que là, on a aujourd'hui un nouvel univers pour les entreprises, un univers à découvrir, et un univers aussi très complexe. Donc, je vais passer la parole donc à Hervé Dagan, donc spécialiste de la prospective dans le secteur et donc des études, dans le secteur du bâtiment public et des travaux publics, pour savoir comment vous appréhendez cette évolution et cette nécessité d'acquérir alors soit de nouvelles compétences complètes pour avoir un métier dans le domaine de la RSE, soit aussi, je pense, des teintures, de donner une teinture RSE à l'ensemble de nos étudiants qui sortent avec un bachelor universitaire de technologie. Très bien. Eh ben, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Hervé Dagan. En effet, je travaille pour l'OPCO, donc l'opérateur de compétences Constructis, donc, qui est l'opérateur de compétences des branches du bâtiment, des travaux publics et du négoce des matériaux de construction également. Donc les GDIMAT, point P. Donc voilà, on n'est pas tout à fait sur toute la filière de la construction, mais en tout cas, voilà, c'est BTP et également le négoce des matériaux de construction. Alors, pour préparer là, cette intervention, j'ai fait, on va dire, une compilation, voilà, des différents travaux prospectifs qui ont été réalisés, alors notamment dans le cadre de l'Observatoire des métiers du BTP, donc un observatoire paritaire, c'est-à-dire l'observatoire des partenaires sociaux, donc piloté par les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics, et qui travaille donc sur l'évolution des besoins en compétences, l'évolution des métiers, en lien évidemment avec les transformations du secteur. Je compléterai aussi avec quelques autres éléments qui proviennent plutôt de l'activité de l'OPCO. Et puis, alors, j'ai essayé par rapport à la demande qui avait été faite de travailler sur le sujet de la RSE, alors quand même en effet très axé sur la problématique quand même de la transition énergétique, de la transition environnementale. Et on va voir que le BTP est au cœur du sujet, d'une part parce qu'on est un sacré pollueur, on peut dire, mais aussi, et ça c'est quand même aussi le point extrêmement important, on pense être aussi une large partie de la réponse aussi qui va être apportée à cette problématique-là. Et puis, ça sera complété par donc, un zoom un peu plus spécifique sur le sujet de la RSE, parce que l'Observatoire des métiers du BTP a travaillé sur le sujet de la RSE dans les entreprises du BTP. Donc, je vais essayer de vous restituer quelques éléments sur ce sujet-là. Et puis, finir par, du coup, les besoins en recrutement
en zoomant évidemment sur les jeunes que vous formez dans les IUT, parce qu'on avait travaillé l'année dernière sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur dans les secteurs du BTP, et donc on a quelques infos qui me semblaient, même si elles ne sont pas tout à fait là au cœur du sujet, enfin de la problématique en tout cas de cette table ronde, mais il me semble que ce sont quand même des éléments importants à vous restituer, vous en tant que responsable d'IUT. Alors voilà, alors je m'excuse par avance s'il y a un effet un petit peu patchwork, là, parce que j'ai été chercher des éléments dans différentes études, mais je vais essayer quand même de donner un peu de, voilà, montrer le fil conducteur, puis donner un peu de cohérence à tout ça. Donc, alors déjà, si on parle de la transition écologique, en effet, le BTP est au cœur du sujet. Ça, je pense que c'est un fait établi. C'est un secteur qui est émetteur. Alors, d'une part, lorsqu'on construit les bâtiments, lorsqu'on construit les infrastructures de travaux publics, lorsqu'on produit les matériaux également. Alors, les producteurs sont plutôt du côté de l'industrie, mais il n'empêche qu'on utilise beaucoup de ces matériaux. Le béton, par exemple, est un matériau extrêmement consommateur en énergie, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre pour être produit. Puis après, il y a la question aussi de l'usage des infrastructures. Donc, c'est l'usage déjà des bâtiments. Et donc, les bâtiments, à eux seuls, représentent 43% des consommations d'énergie. Ben oui, c'est parce que c'est principalement le chauffage. Il y a aussi l'éclairage, il y a la ventilation. Mais donc là, consommation d'énergie, émission de gaz à effet de serre, parce qu'on est encore essentiellement chauffé avec des énergies fossiles. Et donc, ça émet des gaz à effet de serre. Là, j'ai mis un petit indicateur. Donc c'est un ménage sur deux qui se chauffe encore aujourd'hui avec une énergie fossile, gaz, fuel ou autre. Et puis eux, les travaux publics en termes de, on va dire, d'émissions de gaz à effet de serre, globalement représentent à peu près ce qu'ils représentent dans le PIB, c'est à peu près 3,5% des gaz à effet de serre. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est l'usage des infrastructures. Et évidemment, si on prend en compte tout ce qu'émettent les transports, on voit bien que derrière la question des travaux publics, qui sont évidemment ceux qui construisent les infrastructures, les routes, les autoroutes, les aéroports, on voit qu'il y a derrière des enjeux extrêmement forts en termes d'émissions et de transition écologique. Donc il y a aussi, au-delà de ça, la question vraiment gaz à effet de serre, énergie. Il y a tout l'impact aussi sur les écosystèmes, lorsqu'on construit des infrastructures, ça a des impacts sur la ressource tout simplement foncière, déjà pour commencer, l'impact qu'on a sur les différents écosystèmes. Il y a le sujet de la ressource en eau. Alors on dit souvent, je crois qu'il y a environ à peu près 20% de la ressource en eau potable qui est perdue parce qu'il y a des endroits, des réparations à faire sur les canalisations. Donc ça, c'est un sujet qui mobilise beaucoup les canalisateurs au sein des travaux publics. Et puis également, comment est-ce que le sujet du réchauffement climatique, du changement climatique impacte aussi le bâtiment et les travaux publics. C'est que ces sujets-là, ils ont des impacts sur les infrastructures. Il faut assurer la maintenance des ponts, des autoroutes. Il y a le sujet de la remontée du niveau de la mer qui va avoir des conséquences en termes de travaux publics sur les aménagements à faire sur le littoral. Et puis, il y a aussi l'effet notamment ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Donc, il y a des régions qui sont très touchées par ça. C'est-à-dire qu'en fait, les variations de température très fortes entraînent des fissures, des dégradations sur les bâtiments. Et c'est en train de poser beaucoup de problématiques, notamment pour les assureurs, enfin prioritairement pour les gens qui habitent évidemment dans ces territoires-là. Et ça a des conséquences directes sur les secteurs du bâtiment des TP qui sont chargés ensuite de venir réparer, d'assurer la maintenance de ces infrastructures et de construire les nouveaux équipements. Alors, après, du coup, quelles sont les actions par rapport à ça? Alors, le secteur, c'est vraiment se mobilise fortement et on peut dire quand même que les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la construction plus généralement, sont vraiment mobilisés, sont vraiment engagés là, dans une démarche de transformation, tout simplement parce que déjà il y a des évolutions réglementaires qui l'imposent. Alors notamment dans le secteur de la construction, il y a la nouvelle réglementation énergétique, la RE 2020, qui est rentrée en application. Donc pour toutes les constructions neuves, il y a des réglementations qui sont aujourd'hui relativement exigeantes, en tout cas qui le sont plus que les réglementations précédentes. Il y a tous les enjeux qui ont trait à l'installation, à la maintenance des équipements qui permettent de produire soit du chauffage, soit de l'eau chaude à partir des énergies renouvelables. Donc c'est notamment le sujet des pompes à chaleur qui sont on va dire les grandes stars de ces dernières années, même si depuis 1 an ou 2, apparemment, le marché des pompes à chaleur ralentit un petit peu. Mais là, il y a vraiment un marché très porteur ces dernières années. Les panneaux solaires, donc que ce soit photovoltaïques ou chauffe-eau solaire. Et donc nous on le voit après dans les formations qu'on finance et dans les besoins évidemment de qualification des jeunes qui rentrent dans nos secteurs. Là, un sujet vraiment très, très, très porteur autour des pompes à chaleur, des chauffe-eau thermodynamiques.
et de la connexion entre tous ces différents équipements et savoir également en assurer la maintenance une fois qu'on les a installés. Il y a le sujet donc, du bilan carbone des matériaux. Donc on sait qu'il y a de la R&D pour produire des bétons ou une asphalte qui soit moins émettrice, moins consommatrice d'énergie. Donc là, il y a aussi en termes de... Voilà, il y a des ingénieurs dans les entreprises du secteur. Alors c'est plutôt chez les fabricants finalement de matériaux que nous dans nos entreprises, mais il n'empêche que c'est quand même un sujet qui est très important et sur lequel les professionnels du secteur doivent se mettre à niveau. Il y a la problématique du recyclage et du réemploi. Alors, il y a une réglementation qui est rentrée en application l'année dernière, qui se met en œuvre petit à petit, qui est ce qu'on appelle la REP bâtiment. Ça, c'est un peu son nom, on va dire, en synthèse. Donc, c'est le principe pollueur-payeur, ce qui a été appliqué sur d'autres filières, notamment les équipements électroménagers, a été appliqué aujourd'hui sur les déchets de chantier. Alors, je ne vais pas dire les déchets de chantier, sur les matériaux de construction après démolition. Et donc, il y a une filière qui est en train de se mettre en place avec une écotaxe, des éco-organismes, et donc la nécessité de structurer tout ça pour récupérer les métaux, les bétons, les pierres, les tuiles, etc., qui ensuite vont être réemployés. Autre axe sur lequel travaillent notamment beaucoup les travaux publics, c'est le sujet du développement des infrastructures de transport bas carbone ou on va dire, transport tel que construction de pistes cyclables, le développement du train, et des nouvelles lignes ferroviaires, les transports urbains. Donc ça, c'est quand même on va dire un marché essentiel, majeur pour les entreprises de travaux publics. On va dire pour aller vite, les boîtes de TP construiront peut-être moins d'aéroports dans les décennies qui viennent et un peu plus, on pense, d'infrastructures de transport en commun. Ça semble être plutôt, on va dire, le sens de l'histoire. Puis après, il y a d'autres. Donc, j'ai parlé des réseaux de canalisation et de l'impact sur les infrastructures. Il y a une autre réglementation qui a un impact très fort aussi sur le secteur. C'est la ZAN, donc le principe, donc le zéro artificialisation nette, qui est un objectif en fait qui a été fixé par la réglementation, de limiter tout simplement la consommation de terrain et de la ressource foncière, avec un objectif à terme qu'on n'ait plus d'artificialisation nette, c'est-à-dire que si on artificialise un terrain, 10 hectares qui sont artificialisés, de l'autre côté, on essaye de désartificialiser 10 hectares. Donc ça, pour l'instant, c'est un objectif, on n'y est pas aux ZAN, mais ça pose beaucoup de questions et là, pour le coup, c'est une contrainte réglementaire que le secteur doit prendre en compte et qui a des impacts très forts sur l'activité du secteur. Alors ensuite, là, c'est pour faire un zoom spécifique RSE. Donc il y a une étude de l'Observatoire des métiers du BTP qui avait été publiée, je crois, en 2022 sur ce sujet de la RSE. Donc on avait fait une étude assez large, une enquête assez large auprès des entreprises du secteur pour voir comment est-ce qu'elles abordaient cette thématique de la RSE. D'ailleurs, le titre de l'étude, on ne l'avait pas intitulé RSE, parce que RSE, ça implique une démarche, quelque chose qui est assez... qui est normé, il y a des labels, des normes, etc. Et pour la plupart des entreprises du secteur qui sont des TPE, parler démarche RSE, c'était parfois un terme un peu, qui n'était pas toujours bien maîtrisé ou qui semblait pas tout à fait adapté à la situation. Donc, je crois qu'on l'avait appelé prise en compte des démarches de développement durable. C'est le terme qui avait été choisi, même si après on peut débattre de l'angle qui a été choisi. Disons que dans l'inventaire qu'on avait fait des actions menées par les entreprises du secteur sur ce thème de la RSE, on pouvait les regrouper en 3 catégories, en sachant qu'il y a les actions de RSE qui portent sur ce que l'entreprise elle-même peut faire dans la gestion de ses équipes, dans son fonctionnement, et puis après, il y a l'impact en termes de RSE de l'entreprise sur son environnement, et donc comment les entreprises du bâtiment et des travaux publics contribuent à ces enjeux de par leur activité. Donc là, on est sur cette notion de responsabilité sociétale. Et donc, on voit qu'il y a pas mal d'actions à la fois dans le champ des ressources humaines, sur la santé-sécurité, qui est un sujet très important dans nos secteurs, sur les conditions de travail, sur la formation, la diversité, la mixité. C'est un secteur qui recrute beaucoup de personnes à bas niveau de qualification, beaucoup de personnes d'origine étrangère. Donc on voit que déjà sur cette thématique-là, il y a beaucoup d'actions qui sont assez intéressantes à mettre en avant et à valoriser, qui sont réalisées dans le secteur. Et après, on va dire, il y a tout un axe très conséquent qui porte surtout la thématique énergie-environnement,
Alors là, les actions sont nombreuses parce que, comme on l'a vu juste avant, les impacts de l'activité du BTP sont nombreux sur la thématique énergie-environnement. Donc il y a la gestion des déchets, il y a le fait de participer à des logiques d'économie circulaire. Donc ça, c'est ce qui est en train d'essayer de mettre en place la REP. Mais même avant qu'il y ait de cette réglementation, il y a quand même des choses qui existaient. L'amélioration de la performance énergétique du bâti, donc ça fait partie aussi du rôle des entreprises qui font de la réno. Le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés, là il y a aussi beaucoup de choses qui se développent, qui sont expérimentées pour aller sur des matériaux qui sont moins impactants pour l'environnement. L'utilisation des biocarburants, donc là je sais que ça fait débat, est-ce que c'est vraiment une solution d'avenir, mais en tout cas il y a des entreprises qui s'y mettent pour faire tourner les engins, sachant que le secteur est très utilisateur de fuel pour faire fonctionner les engins de chantier qui sont très gourmands. Voilà. Donc ça c'est une vraie problématique, il n'y a pas pour l'instant vraiment d'alternative. Et puis voilà, les impacts sur la biodiversité, juste pour citer un exemple, parce que je l'ai entendu récemment, une entreprise qui est spécialisée par exemple dans l'éclairage public, qui a mené un projet sur un territoire avec, je crois, une ONG locale, par exemple, pour limiter la luminosité de l'éclairage public, notamment la nuit, et limiter du coup l'impact sur les animaux nocturnes, les chauves-souris, les rapaces nocturnes, etc. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais d'initiatives qui peuvent être prises par les entreprises de TP, par exemple, voilà, lorsqu'elles construisent une infrastructure ou lorsqu'elles réalisent leurs activités. Et puis il y a un troisième axe qui est important aussi, qui est intéressant, qui rentre dans les logiques de RSE, c'est la relation de l'entreprise avec son territoire. Et là, on voit aussi des initiatives, par exemple, valoriser les ressources locales. On a vu des entreprises qui disaient, moi je travaille le bois, je sais qu'il y a de la ressource en bois sur mon territoire. Souvent, en réalité, le bois qui est utilisé par les entreprises, il provient d'Allemagne. Dans la grande majorité des cas, il est produit en Allemagne, il peut venir parfois de Chine. Alors parfois, le bois, il pousse en France, mais ensuite il est transformé à l'étranger et il revient sous forme de bois prêt à l'emploi ici. Donc certaines entreprises, des charpentiers, des menuisiers ici, essayent de créer, en tout cas de faire partie avec la première transformation des scieries, etc., de créer des filières locales pour valoriser des ressources locales pour la construction. Voilà, recours à des matériaux locaux, valoriser par exemple des endroits où il y a la tradition de travailler la pierre, essayer de développer aussi des savoir-faire qui ont été historiquement organisés autour de ressources locales. Et puis la valorisation du patrimoine, qui est un sujet cher à beaucoup d'entreprises de notre secteur, sur lequel on développe aussi des savoir-faire et voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un petit panorama rapide de ce sujet-là, mais l'étude, vous pourrez la retrouver sur le site de l'Observatoire, donc je vous parlerai rapidement tout à l'heure. On a après tout un angle sur lequel je vais m'arrêter là un petit peu pendant 5 minutes, qui est celui de la rénovation énergétique des bâtiments. On peut dire en termes, voilà, je disais, il y a beaucoup d'enjeux autour de la transition énergétique et de la RSE dans nos secteurs. Donc voilà, il y a l'impact sur les écosystèmes, il y a le sujet des infrastructures, mais on peut dire qu'il y a quand même un chantier, certains ont dit c'est le chantier du siècle, c'est celui de la rénovation énergétique des bâtiments. Là, il y a des enjeux vraiment colossaux en termes de, si on veut atteindre la neutralité carbone, si on a vraiment cet objectif-là, je ne sais plus d'ailleurs si c'est 2050 ou 2030, je ne sais plus, dans le 2050, ouais. Oui, c'est 2030, je pense que ça risque d'être... il y a vraiment, alors même si on développait je ne sais combien d'EPR pour électrifier les usages, etc., on aura de toute façon besoin de faire un énorme effort d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Et donc, les entreprises du bâtiment qui interviennent sur les chantiers de rénovation, évidemment, sont aux premières loges, parce qu'il va falloir trouver déjà les bras, les personnes nécessaires pour faire ces importants travaux, et puis avec les compétences requises et en capacité de faire des travaux de bonne qualité. Là, je vous cite simplement rapidement des chiffres de l'ADEME. L'ADEME récemment a sorti une étude sur marché et emploi concourant à la transition énergétique dans le bâtiment, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, qui est vraiment un travail de fond et qui pose bien les choses. Donc c'est environ 200 000 ETP aujourd'hui. Alors je ne rentre pas dans le détail de la méthode, qu'est-ce qu'ils retiennent comme étant vraiment concourant à la transition énergétique. Globalement, c'est un peu plus de 100 000 sur la rénovation énergétique de l'enveloppe. Donc ça, globalement, c'est l'isolation, c'est poser de l'isolation. Donc l'enveloppe, c'est les parois extérieures et les menuiseries, donc les fenêtres, etc. Couper tous les ponts thermiques, bien isoler le bâtiment. La couverture également, voilà, mettre les isolations dans les combles, partout.
Et puis, à peu près 76 000 personnes, surtout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire principalement installation des pompes à chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques, c'est-à-dire la production de chaleur et d'eau chaude à partir d'énergies renouvelables. Voilà. On pourrait rajouter la géothermie, mais en fait, ça pèse assez peu là, dans les 76 000, mais ça en fait partie tout de même. Oui, je vous avais dit que voilà. On allait attirer du monde par la qualité des intervenants. Voilà, puis après il y a le sujet des DPE, donc qui représentent aussi un certain nombre d'équivalents temps plein. Ce sont les personnes qui font les... Voilà. Mais vous voyez quand même à peu près 200 000 équivalents temps plein. Si ce chantier de la rénovation énergétique se développait comme on l'ambitionne, grâce notamment à la politique de soutien via MaPrimeRénov' et tout, notamment, l'objectif serait d'aller beaucoup plus loin, et certains parlent aux alentours de 150 000 équivalents temps plein supplémentaires à horizon 2030 pour répondre à la demande. Donc là, on est face à un potentiel de marché qui est extrêmement important. Ce que montre l'étude, c'est que de l'ADEME, c'est que ce segment a beaucoup augmenté, hein, parce que vous voyez, juste en termes de 2020 à 2022, on est plus 33% de chiffre d'affaires de ces activités-là, 26% d'équivalent temps plein en plus. Donc on est vraiment sur un marché qui est extrêmement dynamique. J'ai juste mis le chiffre clé de l'installation des pompes à chaleur en 2022. 500 000 pompes à chaleur ont été installées en rénovation, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des pompes à chaleur qu'on peut être installées dans les maisons neuves, c'est vraiment en rénovation, c'est-à-dire dans une logique de transition énergétique, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre et donc d'avoir des gains en termes de performance énergétique. Alors je crois qu'à partir de 2023, le marché de la pompe à chaleur apparemment marque le pas. Bon, après, voilà, il y a quand même eu de nombreuses années de croissance très forte. Et donc, en termes de compétences et d'emploi, évidemment qu'on va avoir besoin, qu'on a déjà besoin aujourd'hui, mais qu'on va avoir besoin demain de beaucoup de personnes, et notamment de jeunes qui rentrent dans nos entreprises, bien formés, qui connaissent bien ces équipements, qui savent les installer et qui savent également conseiller les clients sur ces sujets-là, faire les bonnes connexions entre les différents équipements. Et tout ça, ça demande une montée en compétences très très forte. L'Observatoire des métiers du BTP a travaillé l'année dernière sur le sujet de l'entretien-rénovation, donc les besoins en termes de compétences liés à l'entretien-rénovation des bâtiments. Et donc là-dedans, on avait zoomé plus spécifiquement sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc on avait fait une enquête auprès de, je crois, environ 600 entreprises du bâtiment qui interviennent sur des chantiers de rénovation. On leur a demandé quelles sont les compétences dont vos salariés ont besoin pour répondre à ces enjeux, pour intervenir sur ce chantier. Et alors évidemment, ça ne va pas vous surprendre, mais ce qui arrive en premier sont les compétences techniques, c'est-à-dire que l'entreprise, ce qu'elle nous répond, c'est que sa plus-value, c'est avant tout d'avoir des bons techniciens, des gens qui font bien leur métier, qui connaissent, alors d'une part, les technologies, donc c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, savoir installer ces équipements, bien connaître les différents matériaux. Il y a des équipements hybrides, c'est-à-dire la pompe à chaleur qui peut passer de soit système pompe à chaleur ou avec un complément au gaz, ou une pompe à chaleur couplée avec du solaire. Donc voilà, là il y a des choses à savoir maîtriser. Il y a tout ce qui a trait donc aux nouvelles normes, à la performance énergétique des bâtiments, connaître toutes les technologies, les techniques d'étanchéité à l'air, connaissance des écomatériaux, etc. Mais au-delà de ces compétences techniques, ce qui a été un peu, on va dire, l'enseignement, on va dire, principal de cette étude, de ce qui est ressorti, de ce que nous disaient les entreprises, c'est faire de la rénovation, et notamment de la rénovation énergétique. C'est beaucoup plus difficile qu'intervenir sur un marché de neuf, un chantier neuf, pour les entreprises qui interviennent sur ces chantiers-là. Il y a souvent les gens déjà qui sont dans le logement. On intervient sur une infrastructure existante, parfois ancienne, donc c'est plus complexe. Et surtout, il y a toute une dimension de conseil aux clients, de service au client, alors bien lui expliquer ce qu'on va installer, comment on souhaite le faire, quels sont les matériaux qu'on va utiliser, quelle est la performance des différents équipements, est-ce qu'il faut mettre une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz dernière génération, comment est-ce qu'on peut combiner tout ça, éventuellement aider la personne à monter son dossier MaPrimeRénov', ce qui n'est apparemment pas une mince affaire. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du service au client, du conseil, qui est beaucoup plus fort. Et là aussi, pour faire écho à votre rôle à vous de formateur, cette notion de service au client, qui n'est peut-être pas aussi implantée, aussi forte dans les secteurs du BTP qu'elle peut l'être dans d'autres secteurs, des services par exemple, est un point extrêmement important. Il y a le sujet de l'interface entre les métiers, c'est-à-dire que le sujet de la réno, il embarque une problématique particulièrement forte de bien articuler l'intervention des différents corps d'État pour que celui qui arrive après
le précédent ne vienne pas casser tout ce qui a été fait. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent avec la nécessité d'articuler les corps d'État, de coordonner tout ça. Et puis les compétences en commercialisation également. On ne vend pas un chantier d'isolation par l'extérieur, de rénovation d'un bâtiment ou d'une copro, par exemple, de la même manière qu'on vend un chantier de logement neuf. Et ça, sont des points importants, je pense, à prendre en compte sur ce sujet de la rénovation. Et puis pour finir, avant donc de passer la parole à ma collègue de l'industrie, juste un point sur cette étude sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur qui a fait l'Observatoire. Et évidemment, je ne peux que vous inviter à aller voir le site métier-btp.fr. Puis vous pouvez vous abonner à la newsletter et à notre compte LinkedIn également. Comme ça, vous serez informé régulièrement de ce qu'on publie, des différentes études. Cette enquête-là, elle est assez intéressante. C'était une enquête assez large également auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics. On leur avait demandé, alors c'est une enquête téléphonique auprès d'un échantillon assez élevé aussi d'entreprises. Environ 800 entreprises, je crois, du BTP qui ont répondu. Et on leur a demandé, avez-vous recruté au moins un jeune issu de l'enseignement supérieur dans les 3 dernières années? Et donc on retient après dans notre échantillon ces entreprises-là. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 15% des recrutements dans le BTP, les jeunes issus de l'enseignement supérieur. Donc ce n'est pas ce qu'on recrute en priorité, mais enfin 15% des recrutements de tout le secteur BTP, ça fait quand même environ 35 000 recrutements par année. Ils vont prioritairement dans les entreprises de plus de 300 salariés, c'est-à-dire que notre grande majorité de TPE recrute moins souvent des jeunes issus de Bac plus 2, Bac plus 3 ou école d'ingé. C'est quand même plus rarement le cas dans les écoles, dans des TPE, des entreprises de 7, 8, 10 salariés. Mais ça peut être le cas. Mais en tout cas, proportionnellement, on voit qu'il y a quand même une surreprésentation très importante des entreprises de plus de 300 salariés. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on voit qu'un tiers de ces recrutements sont des femmes. Donc on peut dire, bon, un tiers, c'est pas beaucoup. Alors il faut mettre ça en perspective avec le fait que dans le BTP, donc, il y a 12% de femmes. Donc là, un tiers, ça montre que voilà, on est quand même sur une proportion de femmes plus importante. Et surtout, ce que ça a montré, c'est que plus le niveau de qualification augmente, plus la part des femmes est élevée. Et on est quasiment, en fait, quand on est au niveau Bac plus 5, dans le BTP, on est quasiment à la parité. Donc ce qui est quand même quelque chose pour nous, dans notre secteur, quand même de remarquable. Alors, sans trop de surprise, ces jeunes, ils vont principalement sur les fonctions études dans les entreprises, des fonctions d'encadrement de chantier, alors notamment dans les plus grandes entreprises. Vous pouvez faire ce passage, par exemple, j'imagine, d'un IUT, par exemple, un diplômé peut rentrer conducteur de travaux, par exemple, dans une entreprise. Si c'est une grande entreprise, et peut-être, bon, après, quand même, un passage de, on va dire, un certain temps dans l'entreprise, c'est plus compliqué dans les plus petites entreprises où l'encadrement va plutôt être exercé par quelqu'un qui est du métier et qui a accumulé 15-20 ans d'expérience dans le secteur. Après, ça peut être sur les fonctions commerciales, les fonctions qualité-environnement qui se développent et qui sont dans les plus grands groupes, évidemment, structurées et importantes, les fonctions RSE, par exemple. Ce qu'on avait remarqué, et je vais terminer là-dessus, c'est que on avait... alors, ce qui est intéressant, c'est le petit schéma aussi à droite. Vous voyez comment ils se répartissent par niveau de qualification, ces jeunes qui sont recrutés, les jeunes issus de l'enseignement supérieur recrutés dans les boîtes du BTP. C'est à peu près 1 sur 2 et au niveau Bac plus 2 avec une prédominance très forte du BTS. Quand on interroge les gens sur le diplôme qu'ont obtenu leurs jeunes. Bac plus 3, on est sur 16%, mais il faut voir que l'étude, on l'avait faite exactement au moment où vous étiez en train de passer du Bac plus 2 au Bac plus 3, donc ça peut un peu induire voilà. Je pense que plus naturellement, si on faisait l'enquête aujourd'hui, cette part du Bac plus 3, donc issue de BUT, serait peut-être plus importante. Et puis, on va dire un bon tiers sur le niveau Bac plus 4, Bac plus 5. Donc voilà un peu comment ça se répartit. Et ce qu'on avait constaté, c'est qu'on avait une difficulté tout à fait particulière, a priori, à maintenir ces salariés en poste dans les entreprises. C'est-à-dire que ce que nous répondaient les entreprises, c'est que le taux de départ de ces jeunes vers d'autres secteurs était particulièrement élevé, avec une concurrence assez forte d'autres secteurs d'activité. Alors certainement l'industrie pour un certain nombre d'entre eux, ou le secteur du conseil, voilà, ou d'autres secteurs vers lesquels ils s'orientent. Après, et ce taux était plus fort justement dans les grandes entreprises. Donc les grandes entreprises sont celles qui en recrutent le plus et en même temps qui ont le plus de mal, a priori, à les conserver. Donc voilà, se poser des questions ensuite de capacité à fidéliser ces profils de jeunes issus du supérieur dans nos entreprises. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On prend très rapidement conscience que en fait, la RSE va avoir
un impact très important sur notre cadre de vie et notre façon d'appréhender notre environnement. Et d'autre part, pour ce qui est des métiers, en fait, les métiers du bâtiment et les techniciens spécialistes du domaine RSE, du domaine RSE, ces métiers existent déjà. Mais par contre, le nombre de personnes concernées par ces métiers-là va augmenter de façon très sensible, et le contenu même de ces métiers va aussi évoluer. Donc, je pense que c'est la première. Et d'autre part, pour les IUT auront un rôle très important à jouer, justement, pour satisfaire tous les nouveaux besoins dans le domaine des métiers du BTP qui auront une mission RSE. Bien, Stéphanie Verreg. Donc maintenant, on passe au domaine de l'industrie. Donc, je vous passe. Oui, peut-être là, ça sera plus confortable pour vous. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Si j'ai bien compris, assez régulièrement, vous avez des intervenants d'OPCO qui interviennent dans le cadre de ces journées. Oui. Donc, moi, je représente l'OPCO 2I, en fait, qui est l'OPCO de l'interindustrie. En gros, on regroupe 29 branches professionnelles de l'industrie en dehors de l'industrie agroalimentaire. On a été créé dans le cadre de la réforme de 2018. Je pense que vous avez suivi 11 opérateurs de compétences, chacun avec une approche sectorielle. Donc, aussi bien comme mon collègue du bâtiment, on a cette chance d'être sur un champ d'activité relativement homogène, et on développe vraiment un ensemble d'actions interindustrielles. C'est l'intérêt finalement de nous avoir regroupés. Donc, pour vous donner une idée, on représente à peu près, on couvre 80 000 entreprises, 2,8 millions de salariés. Et j'ai vérifié les chiffres pendant que mon collègue parlait, 80% des entreprises que nous accompagnons sont des entreprises de moins de 50 salariés, pour que vous ayez une idée, en sachant que l'industrie, il y a aussi des entreprises intermédiaires. Mais voilà, pour vous donner une vision, un opérateur de compétences a deux grandes missions. Une mission d'accompagnement des entreprises en tant que telles sur les enjeux emploi, formation, compétences, et notamment les plus petites. Et sur le volet entreprise, évidemment, de conseiller, de financer et de promouvoir les dispositifs d'alternance. Et c'est là où nous sommes en interaction avec vous. Un deuxième volet qui est celui d'accompagner nos parties prenantes, nos branches professionnelles. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans cette loi de 2018, avec un appui technique que l'OPCO met en place pour accompagner les branches sur les sujets d'études, de prospective, de certification professionnelle, de promotion et d'attractivité des métiers, d'aide à la définition des niveaux de prise en charge, à la déclinaison des politiques de branche en tant que telles. Sur les 29 branches professionnelles que recouvre OPCO 2I, sachez que dans les grandes masses, la branche la plus importante que l'on représente, en fait, c'est la branche de la métallurgie, qui représente à peu près 55% des effectifs des 2,8 millions dont je viens de parler. Et cette branche, en fait, on la regarde aussi sous une approche filière. C'est pour ça que je vous passe le préalable en amont pour que vous l'ayez par rapport aux travaux que je vais vous présenter par la suite. C'est que derrière la branche de la métallurgie, on retrouve l'industrie automobile, la navale, l'aéronautique, le ferroviaire, l'électronique, donc tout un ensemble de secteurs d'activité. Et après, la branche, sur les 2,8 millions, 55% pour cette branche de la métallurgie. Et la deuxième branche après ça, c'est la branche de la chimie qui représente 10% des effectifs. Donc on voit après pour les autres branches qu'elles se ventilent en fonction d'effectifs plus ou moins importants, en sachant que la plus petite branche pour nous, c'est la branche des tuiles et briques qui est complètement connectée aussi avec le bâtiment. Et puis j'ai le responsable de mon observatoire qui le dit assez régulièrement, 25% des marchés clients de l'industrie sont dans le bâtiment. Donc voilà. Voilà en préalable ce que je voulais vous dire par rapport à OPCO 2I. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais une branche professionnelle, pour mener tout ce qui relève de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, est censée avoir un observatoire paritaire des métiers et des qualifications. À la création d'OPCO 2I, la gouvernance a souhaité mettre en place un observatoire interindustriel. Vous avez le nom ici, l'Observatoire Compétences Industrie,
Cet observatoire, il a pour ambition évidemment d'appuyer les branches dans leur GPEC, de fournir de la data, de la donnée sur tout ce qui relève de l'emploi et de la formation, de produire des analyses, des études fiables, rigoureuses, de valoriser et de diffuser les connaissances sur l'industrie. Et ça, c'est important que vous... En fait, cet observatoire, tel qu'il a été voulu par le conseil d'administration d'Opco2I et tel que ça a été posé dès le départ, ce n'est pas juste un observatoire pour les branches, c'est un observatoire pour l'Opco, pour la mise en œuvre de ces actions. Et l'étude dont je vais vous parler juste après, c'est voilà, la valeur d'usage a été aussi trouvée dans l'OPCO, mais c'est aussi l'ambition est d'apporter de la connaissance et des éléments prospectifs pour l'ensemble des acteurs emploi-formation, et vous faites partie finalement des cibles adressées par cet observatoire. Donc voilà le rôle, éclairer, orienter les stratégies emploi-formation, aider à la prise de décision et le passage à l'action. Pour vous illustrer aussi, on investit à peu près 4 millions d'euros par an en travaux prospectifs et d'études. Donc on en finance, on en mène des dizaines et des dizaines par an. Là, je vais vous en parler d'une précisément et je vais ouvrir sur d'autres aspects, mais vraiment, je pense, tout comme mon collègue, avant de construire un contenu pédagogique, avant de réfléchir à des besoins en tant que tel sur une offre, n'hésitez pas à vous connecter sur les sites des observatoires des différents OPCO, parce que je pense que vous allez pouvoir trouver une mine d'informations, et c'est assez fréquent qu'on nous sollicite pour une communication de travaux en tant que tel. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Je ne sais pas aussi si vous le savez, mais il y a une loi, la loi Climat et Résilience, qui nous a donné une mission depuis 2022 pour accompagner les entreprises, et notamment les plus petites, sur le sujet de la transition écologique. Et au moment où cette mission nous a été confiée, on a souhaité, de notre côté, finalement poser le sujet. Quels sont les impacts en termes d'emploi et de compétences sur l'industrie liée à la transition écologique. Donc on a mené une étude phare et d'ampleur qui nous a pris un certain temps, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'Observatoire, évidemment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments. En gros, donc, la RSE, on ne l'a pas traitée en tant que telle. Elle apparaît sous une partie, sous l'angle, pour nous, de la transition écologique. Donc, cet après-midi, je vais vous parler de ça, des impacts en termes sur les métiers, tout le travail que l'on a pu faire sur les compétences, et j'ai mis aussi en visibilité pour vous la cartographie qu'on avait fait à l'époque sur l'offre de formation et les premiers éléments d'analyse que nous avions pu identifier. C'est vraiment un extract très rapide, hein. L'étude, elle doit faire 200 pages. Enfin, voilà, là, il y a quelques slides, ça peut être un peu frustrant, mais déjà vous dire que de notre côté, on a souhaité mieux catégoriser, mieux expliciter les enjeux de la transition écologique pour l'industrie, puisqu'on parle souvent des gaz à effet de serre, en effet, mais on a 6 enjeux clés identifiés pour nous dans l'industrie. La consommation des matières premières, la consommation d'énergie. D'ailleurs, dans les branches que l'on accompagne, il y a aussi la branche des industries électriques et gazières, et on a tout un plan d'action autour du nucléaire aussi. L'émission de gaz à effet de serre, j'en ai parlé, la qualité de l'air, tout ce qui relève des sols, de l'eau et de la biodiversité, et la gestion des effluents, des liquides et des déchets. Donc on a été regarder, en fait, pour chacune des branches et chacun des secteurs que l'on représente, quelles sont celles qui sont les plus impactées autour de ces 6 enjeux. Et on a aussi été catégorisé, regarder quelle maturité elles avaient autour de 6 axes qui sont le positionnement stratégique face à ces différents enjeux, les process, les effets d'entraînement, le levier de compétences, les différentes parties prenantes et ce qui relève de l'innovation et de la R&D. Et là, on a finalement catégorisé et on est venu classer nos branches professionnelles en sachant qu'on est parti sur une logique d'éclatement pour la branche de la métallurgie au regard des différents secteurs évoqués tout à l'heure. On est venu regarder concrètement quelles sont les branches pour lesquelles il y a un impact vraiment élevé sur le sujet de la transition écologique.
la branche, vous voyez, c'est-à-dire que sur les différents, sur l'axe des ordonnées, la branche qui est tout là-haut, c'est celle qui est concernée par les 6 enjeux identifiés au niveau de la matérialité. Et on est venu en fait ventiler les différentes branches sur est-ce qu'elles sont concernées avec un impact élevé ou est-ce qu'elles ont finalement des enjeux plus intermédiaires. Donc on les a catégorisées de 4 façons. Des branches avec des impacts élevés, des enjeux principalement intermédiaires, des enjeux mixtes et des enjeux faibles. La branche qui est la plus élevée là-haut, c'est une branche dont vous avez peut-être entendu parler en ce moment parce que qui est un peu impactée par le contexte du coût de l'énergie, c'est la branche de la chimie. C'est finalement une branche qui est extrêmement, et ça a été dit aussi tout à l'heure par mon collègue, c'est une branche qui est à l'origine de certaines situations et en même temps c'est une branche qui est la solution d'une partie des sujets liés à la transition écologique. Donc le positionnement de chacune des branches, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Ce que je voulais mettre en visibilité sur cette slide, c'est que finalement, quand on parle d'industrie, elles ne se positionnent pas toutes de la même façon. Et par exemple, dans le coin en bas à gauche, vous pouvez avoir des branches qui relèvent plus de l'activité manufacturière, telles que la confection, telles que l'horlogerie, voilà, où on se retrouve avec des enjeux beaucoup moins marqués en termes de transition écologique. Alors c'est assez fréquent aussi dans les travaux d'études qui sont menés, c'est de questionner les entreprises pour savoir finalement quels sont les domaines d'action prioritaires pour elles à l'instant T et dans les prochaines années. Et ce qu'on constate en fait, donc là on a interrogé, on a eu à peu près 1000 réponses. À l'instant T, les entreprises nous parlent, alors c'est peut-être le cas de ce que vous avez évoqué ce matin, de process, de plein de choses qui peuvent être liées finalement à de la R&D, enfin, à de l'outillage. Mais l'enjeu compétence, il arrive souvent à la fin. Et là, vous le voyez dans ce graphique, c'est qu'on voit finalement que les actions de formation, elles sont en bas des enjeux identifiés par les entreprises, ainsi que le recrutement de profils spécifiques. Par contre, en élément positif, on voit que pour certaines, enfin voilà, il y a l'instant T et qu'il y a la volonté d'avoir des actions spécifiques à moyen terme sur ces sujets-là, en sachant que l'étude, on a fait un focus spécifique pour les entreprises de petite taille, les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises. Évidemment, on voit que les grandes entreprises ont un niveau de maturité sur certains sujets bien plus important que les plus petites. Voilà. Donc, je vais paraphraser ce que je viens de dire, mais en gros, finalement, le levier formation, GPEC, RH, c'est celui qui était considéré comme peu prioritaire au moment de notre étude et qui doivent être renforcés à l'avenir. C'est un graphique qui est un petit peu compliqué, mais je vous invite après à vraiment aller télécharger la synthèse de cette étude sur le site de l'Observatoire. Vous retrouverez ce schéma. On a fait aussi un travail assez fin autour des compétences. Je ne vous ai pas mis la slide, mais je vais vous expliquer concrètement. On a été identifier les 230 métiers les plus impactés pour nous par la transition écologique, les 230 métiers que l'on retrouve dans nos branches professionnelles. Sur ces 230 métiers, on a été regarder les compétences les plus impactées et après, on les a regroupées par macro-compétences. Et donc là, je pense que c'est intéressant que vous l'ayez en visibilité, notamment par rapport au développement de l'offre de formation, c'est qu'on a identifié des compétences qui étaient... Alors, attendez, hop, je reprends mes petites notes ici, qui étaient le plus attendues et les plus impactées à court terme et à moyen terme. Donc, tout ce qui concerne la maîtrise des savoirs en QHSE, la maîtrise des normes environnementales, notamment, que vous retrouvez en haut des abscisses et des ordonnées, et peut-être un peu plus au niveau en milieu, mais à 100% en termes de macro-compétences qui doit être renforcé, c'est tout ce qui relève du cycle de vie des produits. Donc voilà, on a été vraiment regarder quelles sont
les compétences générales, les compétences en termes de management, les compétences en termes d'achat et de commercial. On est venu les ranger par grandes macro-compétences et de regarder celles qui étaient le plus impactées. Et on a fait aussi le travail de ventilation par rapport au nombre de salariés couverts dans l'industrie. Donc par exemple, on peut voir que le métier a priori qui est le plus impacté, c'est le métier d'acheteur. C'est là où il y a le plus de macro-compétences qui sont à renforcer et à développer autour de la transition écologique. Et un métier qui est peut-être moins impacté en termes de compétences, mais qui concerne plus de salariés, si on le regarde au niveau de l'abscisse, c'est l'opérateur de production qui, lui, peut paraître moins impacté et être en bout de chaîne, mais finalement, il est aussi concerné par les sujets de transition écologique. Et vous retrouvez tout ce qui relève des métiers d'ingénieur, évidemment, et de R&D. Au moment où on a fait notre étude, on a été analyser l'offre de formation qui était inscrite au RNCP. Et on est allé regarder, finalement, dans les programmes de formation, les certifications qui étaient, selon nous, à l'époque, donc l'étude a été publiée fin 2022, on pourrait refaire le travail aujourd'hui, j'imagine que ça a évolué, mais c'est pour vous donner une photo, des certifications que l'on a qualifiées de vertes en tant que telles. Donc finalement 4% des certifications inscrites au RNCP et qui représentent 3% des sessions de formation mises en œuvre. Et des certifications Verdi, 29% soit 420 certifications que l'on a identifiées en tant que telles comme Verdi et 24% des sessions de formation. Dans les formations vertes ou Verdi, il y a une petite erreur dans mon titre, mais ça a été entouré. Vous pouvez voir que finalement, ce sont les formations qui sont plutôt sur les niveaux 6 et niveau 7 qui sont les plus concernés et moins sur les niveaux 3, les niveaux 4 et les niveaux 5. Alors la particularité dans l'industrie, mon collègue du bâtiment a donné une visibilité un peu de prospective en termes de recrutement, c'est qu'on a vraiment deux familles de métiers les plus en tension, tout ce qui relève des ingénieurs évidemment et tout ce qui relève finalement des métiers de production. Vous devez souvent en entendre parler, c'est des marronniers, la maintenance, les opérateurs, les conducteurs d'équipements industriels. Et donc, c'est important d'avoir ces deux grandes populations en tête pour se dire, est-ce que finalement, ce sont des métiers qui sont concernés et est-ce qu'aujourd'hui, dans les programmes, je prends en considération les sujets de transition écologique. Ce qui est très positif, c'est que finalement, les certifications qui ont été le plus accompagnées, les plus concernées par les sujets de transition écologique, ce sont les diplômes, tout ce qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et là où vous voyez, c'est 75%, j'arrive pas à bien lire, 73% des certifications Verdi concerne les diplômes et on a une faible part des certifications sur les titres professionnels notamment ou même sur les CQP qui sont les certifications de branche qui restent encore à développer. Ce que les entreprises ont exprimé aussi, c'est que finalement elles connaissaient peu l'offre de formation qui pouvait répondre à leurs besoins et notamment en formation continue, en formation initiale. Elles ont identifié aussi des besoins à des niveaux d'ingénieurs, notamment à 24%. Mais en fait, il y a un vrai besoin sur la formation continue qui est, vous voyez, quasiment à plus de 60% à chaque fois. Et donc là, c'est un travail que nous faisons aussi auprès des entreprises pour les orienter et leur donner de la visibilité sur l'offre de formation. Donc, je vous ai résumé en quelques slides ce travail assez fouillé sur lequel, de notre côté, par exemple, nous avons été construire une offre d'accompagnement des entreprises sur le sujet de la transition écologique. Nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour créer un programme de formation pour les entreprises sur le sujet de la décarbonation.
Enfin, il y a eu des valeurs d'usage pour nous, mais c'est une étude dans laquelle vous pourriez retrouver aussi de la matière qui pourrait vous nourrir si nécessaire. On va sortir dans quelques semaines une étude, comme l'a fait mon collègue de Constructis, finalement, une cartographie et une vision de l'alternance dans l'interindustrie. C'est-à-dire que l'opérateur de compétences, aujourd'hui, il est le seul à avoir une vision globale de ce qui se passe sur le sujet de l'alternance, aussi bien contrat d'apprentissage que contrat de professionnalisation. Et donc, depuis l'année dernière, maintenant, on analyse de façon très fine et très analytique les données que nous avons sur le sujet de l'alternance. Par exemple, quelles sont les certifications, les genres. On a regroupé les CF1, les entreprises qui recrutent le plus en alternance, le pourcentage d'effectifs de salariés d'alternants dans chaque taille d'entreprise. Enfin voilà, on a fait un travail assez fouillé. Il y a déjà les données pour les années 2020 à 2022 qui ont été publiées l'année dernière. Et là, on va publier jusqu'à l'année 2023. Par exemple, des choses toutes bêtes. Nous, on entend souvent parler que l'alternance est à développer dans les entreprises de moins de 11 salariés. Et finalement, là où on se rend compte qu'il y a le plus de besoins pour nous, c'est dans les entreprises intermédiaires, dans les entreprises de 50 à 250 salariés. Pour nos branches professionnelles, on a aussi des travaux d'études qui peuvent être menés dans le cadre d'EDEC, notamment de contractualisation avec l'État. Et on a fait une étude dernièrement, je me suis dit qu'elle pouvait vous intéresser aussi, celle-ci, un état des lieux des formations et des stratégies d'optimisation des ressources pédagogiques dans l'industrie nucléaire. Donc c'est des travaux que l'on peut mener à la demande d'une branche, à la demande d'une filière. On a pas mal de travaux d'EDEC qui sont issus des contrats stratégiques de filière. Et il y a peut-être des choses aussi qui pourraient vous intéresser. Et dans chaque région, on développe des études régionales aussi, avec déjà des panoramas de l'interindustrie. Et quand on a fait ce panorama, le deuxième sujet sur lequel on investigue, c'est l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins en compétences de l'interindustrie. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est la région Normandie. Mais voilà, on en a dans plusieurs régions. C'est-à-dire qu'on va vraiment identifier les besoins en compétences des entreprises et on regarde aujourd'hui où en est l'offre de formation par rapport à ces besoins en compétences. Et on met en visibilité les deux. Je pense que vous l'avez vu, hein, la mobilité en France est relativement faible. Il y avait encore un article ce matin dans la presse qui expliquait les problèmes de mobilité des jeunes. Donc c'est vraiment une question à prendre en considération. C'est finalement, est-ce que j'ai les entreprises qui sont présentes sur mon territoire avant de développer une offre de formation et est-ce qu'elles collent bien aux besoins des entreprises? Voilà. Bien, merci. On constate que en fait, les besoins sont énormes en termes de RSE dans les entreprises, mais que les compétences RSE au sein des entreprises sont aujourd'hui encore très limitées. Alors peut-être qu'il y a un problème de prise de conscience des dirigeants d'entreprise, ou peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de se préoccuper de ce phénomène. Ceci étant dit, c'est quand même des normes qui vont s'imposer à tout le monde, et à un moment donné, il va falloir rattraper le retard. Donc il faudra aussi que les IUT qui sont bien positionnés pour faire évoluer l'offre de formation et apporter ces nouvelles compétences aux entreprises, et les IUT sont très bien positionnés pour apporter ce service-là. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ou des observations? Oui. Alors, merci pour ces présentations. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, je présente Bertrand Charrier. Vous pouvez vous présenter. Voilà, j'allais le faire. Bertrand Charrier, je suis directeur de l'IUT des Pays de l'Adour. Donc, 2 sites, Pays de l'Adour, sud-ouest. C'est une des composantes de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et mon IUT est sur 2 sites, le site de Pau et le site de Mont-de-Marsan. Dans mon IUT, on a 5 départements.
dont certains qui sont très en phase avec la démarche RSE, puisqu'on a un département MT2E, on a un département sciences et génie des matériaux, avec un parcours recyclage, etc. Donc ils font partie des départements que vous avez cités. Et donc on est très à l'écoute et en phase avec toutes les équipes pédagogiques pour faire en sorte que la démarche RSE soit bien intégrée dans nos formations. Mais on a quand même une difficulté pour avoir un nombre d'étudiants à l'entrée qui soit suffisant pour alimenter les capacités de nos formations. Et aujourd'hui, on a par exemple en MT2E, donc sur les métiers de la transition énergétique, on a un nombre de possibilités ou de demandes de la part d'entreprises pour prendre des étudiants en alternance qui est supérieur à l'offre que l'on peut apporter à un nombre d'étudiants. Donc il y a un vrai problème de communication sur lequel que l'on évoque régulièrement avec les services du rectorat notamment. Et pour susciter plus d'enthousiasme de la part des lycéens pour aller vers les formations scientifiques et technologiques, y compris celles qui sont en fer de lance de ce qui pourrait apporter, de ce qui peut alimenter l'économie au niveau national. Alors ma question est-ce que, au-delà des constats que vous pouvez faire dans le cadre de vos études et de votre expérience au quotidien dans le domaine du bâtiment, vous avez des réflexions sur la communication pour inciter les jeunes générations, donc je parle des jeunes collèges et lycées, à embrasser en quelque sorte les formations qui peuvent alimenter, donc nos formations IUT, puisqu'on est très au fait sur la question, et ensuite alimenter bien sûr les entreprises de l'ensemble du secteur du bâtiment ou des secteurs qui ont besoin de ce type de profil. Alors, nous, c'est une demande que l'on fait régulièrement au rectorat parce que depuis quelques années, le rectorat nous impose un taux de bac technologique. Et nous avons des difficultés à arriver à avoir les taux qui sont demandés parce que justement, dans les filières technologiques, il y a un déficit de candidats, donc qui viennent du collège et après du lycée. Et on retombe toujours sur le même constat, qu'il y a peut-être aussi un déficit de communication grand public à l'échelle nationale pour essayer de faire comprendre à la fois aux élèves mais aussi aux familles que les filières techno sont des filières aussi d'avenir et qu'elles sont là aussi pour alimenter le développement économique. Et comme on parle bien sûr de réindustrialisation de la France, donc c'est un sujet à mon avis qui est important. Mais vu de mon observatoire, au niveau de l'IUT des Pays de la Dour, j'ai l'impression qu'il y a un vrai déficit de communication dans ce sens. Je rebondis et après je laisserai la parole à mon collègue. Alors, moi, je vous ai parlé de prospective, mais on a aussi une volonté, donc l'opportunité finalement des branches de l'industrie de se retrouver au sein d'un opérateur de compétences. Ça donne des moyens et une volonté commune de travailler. Donc il y a eu tout le volet prospectif. Mais il y a eu un travail mené et ça va être un travail de longue haleine parce que changer les mentalités, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Déjà, de créer une marque commune industrielle. Donc, il y a la semaine de l'industrie qui démarre la semaine prochaine et vous allez peut-être en entendre de nouveau parler. Mais voilà, il y a une marque qui a été créée qui s'appelle « Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer ». Cette marque, elle s'est déclinée à travers les médias, un film à la télé, des affiches au cinéma, et c'est pas suffisant, juste une communication nationale. On est aussi pas mal présent dans les salons, on essaye de mailler avec pas mal de choses pour changer le regard. Ça va prendre du temps, puisque en fait, du côté de l'industrie, et là, typiquement, dès qu'il va y avoir quelque chose de négatif, puisque depuis 2020, on a calculé de notre côté qu'on avait créé plus de 110 000 emplois en création nette. Donc c'est la première fois depuis 2009 que l'industrie se remettait réellement à créer de l'emploi. Voilà, et tous ces sujets de réindustrialisation, de souveraineté, j'espère que ça ne va pas être quelque chose qui va être percuté par ce qu'on commence à entendre aujourd'hui au regard du contexte dans lequel nous sommes. Un plan d'action, un PSE et la fermeture de 2 sites chez Michelin, ça va nous prendre un temps de dingue pour reconstruire l'image et derrière ça. Donc on a lancé des grandes actions de communication. On a fait un baromètre aussi pour savoir en gros ce que pensent les jeunes de l'industrie.
Donc on a une image qui était assez défavorable et qui commence à remonter petit à petit. En 5 ans, on a repris 13 points dans les perceptions, donc ça, on trouve que c'est positif. Mais il y a un tel travail à faire aussi auprès des parents, auprès des prescripteurs. Par exemple, quand on est dans les salons, on a des jeunes qui peuvent venir spontanément, mais quand ils sont avec leurs parents, ils ne viennent pas spécifiquement sur les salons. Donc il va falloir revaloriser globalement l'image. Et le baromètre que l'on a mis en place nous dit finalement, il y a le sujet des conditions de travail, il y a le sujet des salaires, alors que dans l'industrie, on paye mieux que dans d'autres secteurs d'activité. Il y a le sujet, et c'est pour ça que c'est hyper important que l'industrie aille sur les sujets de décarbonation, de transition écologique, de transparence et tout ça, parce que ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles les jeunes souhaitent... c'est ce qui fait qu'ils vont avoir envie de s'engager. Mais c'est un travail de fond tellement énorme après une désindustrialisation c'est des efforts. Sachez que rien que là, en 2 ans, on a investi 15 millions d'euros pour essayer de changer. Et c'est, à mon avis... beaucoup plus d'efforts qu'il va falloir mettre en place pour amener les jeunes, en sachant que, comme je l'ai dit, les besoins, ce n'est pas qu'à des niveaux d'ingénieurs, c'est à des besoins d'opérateurs, de techniciens, et il faut des jeunes qui s'intéressent à ces métiers-là. Et un des leviers, c'est notamment la féminisation des métiers. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on a quand même 50% de flux sortants, de gens que l'on forme, qui ne vont pas travailler dans l'industrie. Donc il y a pas mal de choses à résoudre. Oui, dans la construction, alors c'est des constats très semblables à ce qui vient d'être présenté. Donc en effet, des problèmes d'image des métiers qui doivent être de travail sur les prescripteurs, notamment sur les parents, l'image qui est donnée des métiers de la construction. Après, globalement, il y a quand même des gros efforts qui sont faits en termes de campagne sur l'image des métiers. Alors, il y a un organisme qui s'appelle le 3CA BTP, qui est un organisme du secteur, un organisme paritaire également, qui porte plutôt toute la dimension pédagogique, de relation avec l'offre de formation, qui porte une campagne qui s'appelle La Construction, et qui est vraiment une campagne massive de communication auprès des jeunes, mais qu'on voit aussi dans les spots publicitaires, sur les abribus et un peu partout, qui est renouvelée à intervalles très réguliers. Et après, il y a une présence permanente au niveau régional dans les salons des métiers, dans les salons de l'orientation, notamment par les collègues du 3CA BTP, mais même parfois aussi par les collègues de l'OPCO. Mais nous, on intervient plutôt dans la logique de promotion de l'apprentissage, parce qu'en tant aujourd'hui que financeur de l'alternance, et c'est vrai que la voie de l'apprentissage est quand même la voie, on va dire, majoritaire d'accès au secteur du BTP pour les jeunes. Et qui est quelque chose de très ancien, de très structurel dans le secteur. Donc il y a toujours eu quand même, je pense, un effort très important mis sur cet angle-là, la promotion et maintenir l'apprentissage dans le secteur. Mais plus globalement aussi, beaucoup d'actions qui sont faites pour aller parler des métiers du BTP dans les différents salons auprès des jeunes, de l'orientation. Et c'est en effet un travail de longue haleine et qui doit être fait en permanence. Oui, une question. Oui, j'écoute parce que c'est très intéressant sur la motivation des jeunes et comment les amener à revaloriser l'image et autres. Ce matin, on avait quelqu'un de l'ADEME qui nous donnait quelques informations sur qui étaient les prescripteurs. Vous m'entendez, non ? Oui. Oui, donc qui étaient les prescripteurs ? Ils insistaient, entre autres, en disant qu'il y a quand même 2 prescripteurs majeurs, que sont 1, les familles, et 2, les enseignants. Vous en évoquez un 3e, qui est la communication générale, aller sur les salons, aller parler avec des mots de jeunes aux jeunes, etc. Bon, ça, c'est très, très bien. Et dans ce que vous venez d'évoquer, on ne parle pas des enseignants. Or, moi, je trouve que les enseignants ont un poids très important pour nos jeunes qui sont dans les filières lycées, pour leur indiquer quelque part ce qu'eux valorisent, l'image qu'ils ont d'eux. Et je vais prendre un exemple qui m'a choqué, c'était avant-hier, on avait quelqu'un de l'enseignement qui parlait justement de, vous savez, les fameuses orientations maintenant des jeunes où on va leur donner des parcours particuliers, là, avec des cours particuliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, et disant, nous on est absolument contre le syndicat des enseignants parce que ça stigmatise les enfants, ça les met dans des cases. Et la personne qui faisait ce discours pour dire qu'ils étaient contre cette réforme a lancé à la fin, ce qui m'a quand même refroidi, et vous comprenez, on est en train de les ficher et de les flécher pour qu'ils aboutissent à faire de l'enseignement technologique.
Eh ben, je veux dire que quand, dans le monde de l'enseignement, on a la mentalité que l'enseignement technologique, c'est une dégradation par rapport à l'enseignement général, eh ben là, je crois que nous aurions tous un travail énorme à faire auprès du monde enseignant. Alors, ils ne sont pas tous dans ce centre global, mais quand même, c'est des idéologies qui participent aujourd'hui de déconnecter nos jeunes d'un souhait, d'une appétence pour aller vers les métiers de l'industrie, moi, me semble-t-il. Oui, une question. Un enseignant qui réagit. Bonjour, Éric Lépinas, moi je suis en but MT2E, donc métier de la transition et d'efficacité énergétique en Basse-Normandie. Et je travaille au niveau national. J'ai notamment collaboré avec le SCSF que vous a présenté Madame Picard. L'année dernière, on a monté un atelier où on a auditionné une 50aine de personnes, parents, collégiens, enseignants du secondaire, du supérieur. Et on s'est aperçu que l'image de l'industrie était extrêmement dégradée, effectivement, puisque on va réindustrialiser, et puis le lendemain, c'est un plan de licenciement à la radio. Donc, vous voyez, va-t-on s'engager vers cette voie, alors qu'elle semble précaire pour beaucoup de familles? Tout le monde veut être ingénieur. De quoi on s'en fiche, mais on veut être ingénieur. C'est l'ascenseur social, c'est échapper à tout le reste. Et en fait, on s'est aperçu, c'est ce que dit monsieur, que la voie technologique, c'est la voie du pauvre, c'est la voie de l'échec. Il suffit de regarder la distribution des mentions au bac. Je vous invite à le faire. En 2023, vous prenez les bacs généraux et vous prenez les bacs techno. Voilà. Et en fait, on demandait souvent aux parents, mais pourquoi est-ce que votre enfant qui semble avoir une appétence pour la techno, mais parce qu'on nous a déconseillé de le faire, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit la voie royale. Donc il y a la voie royale et il y a la voie pour les autres. Et vous cherchez souvent les autres, à qui on passe leur temps à dire « mais non, tu n'as pas fait la voie royale ». Et quand ils arrivent dans mon IUT, souvent, on leur a collé une étiquette. Je vais vous donner un exemple. Donc le CFS déploie une stratégie avec l'ONICEP. C'est formidable, on va communiquer auprès des étudiants. Allez regarder les photos. Les photos, c'est vous avez un casque, vous êtes sur un pylône, vous êtes devant des compteurs électriques. Et on vous dit, ce sera votre métier à Bac+3. Et il y a un logo qui s'appelle EDF. Donc les lycéens, en fait, on leur dit, ben voilà, l'image de l'énergie demain, c'est celle-là. Vous allez travailler là. J'ai montré ce site il y a une semaine à mes étudiants. 2/3 d'entre eux ne se sont pas reconnus là-dedans. En disant, mais moi je suis apprenti, mais je ne fais pas ça. Donc en fait, une fois qu'ils rentrent dans un cycle on va dire IUT ou alors BTS, ils découvriront l'industrie. Pour certains, d'autres feront d'autres choix, iront travailler en collectivité, mais ils feront le choix par eux-mêmes. Et donc ils vont venir au secteur, là où vous avez envie qu'ils soient. Mais si dès la terminale, sur un site comme UNICEP, vous leur collez un casque, vous leur dites, vous êtes sur un toit, vous serez sur un pylône, et ça s'appellera EDF, eh bien déjà, 99% des filles ne viennent pas, puisque en but MT2E, alors là, vous avez 1/3 de jeunes femmes dans les 35 000. Donc ça en fait à la louche 10 000. Ben, je peux vous assurer qu'elles ne sont pas dans la filière MT2E, elles doivent plutôt venir de la filière génie civil. La question, c'est de savoir pourquoi, d'ailleurs, pourquoi la filière génie civil arrive-t-elle à attirer ces jeunes filles, alors que les métiers de l'énergie plus industrielle dans leur représentation n'y arrivent pas. Donc en fait, c'est aussi l'image que l'on veut véhiculer. Et finalement, je crois que souvent, on croit bien faire, mais vis-à-vis de ce public-là, eh bien, on renvoie une image plutôt négative. C'est pas un sujet simple, parce que vous venez... Alors, ça, c'est notre guide ONICEP pour l'industrie. Bon, donc ça va, c'est pas un casque que j'étais en train de vérifier. En même temps, il ne faut pas que ça génère de la désillusion. Il y a une problématique. Là, on vient de terminer une étude sur les métiers d'art. Les métiers d'art, en fait, dans ce qu'on couvre au niveau de l'industrie, on couvre aussi les métiers du luxe. Donc souvent, les branches, certaines qui sont sur ces métiers-là, nous disent nous, on préférait que vous parliez plutôt des métiers nobles en tant que tels. Sauf que finalement, ça représente, on a quantifié à peu près 30 000 salariés sur les 2,8 millions. Et puis, ça représente qu'une partie des métiers industriels. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a une vraie technicité et un geste, il reste quand même dans un process industriel. Donc il y a aussi ne pas survendre et la marier, entre guillemets, et de se dire je vais faire autre chose. C'est comme il y a beaucoup dans la confection, il y a beaucoup de formations, des fois ça s'appelle Modelux. Et en fait, Modelux, c'est des gens qui terminent à être opératrices en confection. C'est pas glamour en tant que tel. Mais par contre, c'est un métier qui peut être hyper intéressant, hyper technique. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de montrer des métiers tels qu'ils sont réellement.
et de ne pas non plus trop les survendre, mais de donner la réalité. Voilà. Je vous passe du Savray. Éric Lemoine, je suis président d'House of Co-Design. Je suis notamment membre du consortium Les Reconstructeurs, où on accompagne la transition énergétique et les sujets de formation sur le lieu de travail, sur le chantier directement. Il y a une petite expression anglaise qui dit « the elephant in the room », et je crois qu'on parle pas des employeurs, des dirigeants et des dirigeants d'entreprise. Je suis moi-même dirigeant d'entreprise et en observant notamment sur certains secteurs d'activité, il y a aussi, je pense, une partie des dirigeants et des dirigeantes qui font pas le travail pour attirer, rendre sympa des boulots qui sont compliqués. On travaille notamment sur les sujets de chantier. C'est compliqué à vendre aussi. Et si à côté, on n'est pas capable de dire on va avoir un collectif, on va créer de l'envie, c'est une aventure, enfin voilà, il y a tout un registre pour compenser la pénibilité. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir des jeunes, parce que c'est les jeunes qu'on a et c'est comme ça. C'est aussi aux employeurs de s'adapter. Je suis employeur, je fais le maximum tous les jours pour m'adapter à mes publics, pour les embaucher. Et je crois qu'il y a vraiment un sujet aussi de ce côté-là, des métiers d'artisanat notamment, qui ne sont pas capables de se transformer et qui pensent que les jeunes sont les mêmes que ceux d'il y a 30 ans ou qu'ils étaient eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Et ce n'est pas vrai, ça n'existe plus. Donc j'aimerais avoir vos deux réactions en tant qu'OPCO, puisque vous êtes peut-être à des formations à destination des dirigeants et dirigeantes pour qu'ils atterrissent dans le 21e siècle. Oui, alors ça existe en effet les formations pour les dirigeants. Nous, après, en tant qu'OPCO, on est aussi là pour outiller. On a une offre de service qui s'adresse aux employeurs pour les outiller sur également la gestion de leurs ressources humaines, l'accueil, l'intégration, la fidélisation. Il y a des choses qu'on propose. Après, en effet, il y a des formations. Je pense que sur ce terrain-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les organisations professionnelles quand même, qui sont là pour accompagner les dirigeants d'entreprise et les faire avancer dans ce sens-là. Je pense que l'enjeu aujourd'hui pour ces entreprises dans nos secteurs, je pense que c'est le même constat dans l'industrie, il y a un tel enjeu de fidéliser et de garder les personnels qu'en effet, le chef d'entreprise, s'il a envie de garder ses personnels et d'être en mesure de répondre à la demande, il n'a pas trop le choix, je pense, à un moment donné, d'évoluer dans ce sens-là et de se donner les moyens de fidéliser ses personnels. Je pense qu'ils ont aussi conscientisé depuis quelques années que le marché du travail était vraiment tendu et qu'il y avait de la tension forte. Nous, au niveau des entreprises, on les outille et on les accompagne sur tout ce qui concerne la marque employeur. Voilà, c'est quelque chose dont on ne parlait pas forcément auparavant, mais on peut créer une marque employeur de l'industrie au niveau national si, pour le jeune, sa première expérience, c'est une entreprise pas du tout comme ça, pas accueillante. Et après, il y a tout ce qui relève de l'intégration en tant que telle dans l'entreprise. Enfin voilà, il y a plein de choses qui jouent. Mais c'est sociétal. Enfin voilà, il va falloir faire avec. Mais je pense que les entreprises, il faut pas opposer et jeunes et entreprises. Elles font aussi pas mal d'efforts de leur côté. Mais on voit que la taille est vraiment discriminante dans ce sujet. Et notamment sur le sujet de la construction où 95% des boîtes ont moins de 5 employés en France, on est dans ce ratio-là. On a des dirigeants qui n'ont pas la compétence pour accueillir des gens du 21e siècle, vraiment. Enfin, ça, c'est une certitude pour moi. On a fait des tonnes de focus group. On se rend bien compte qu'on a une vision du monde du travail qui est complètement décalée. Et je ne dis pas c'est bien ou mal, ce n'est pas le sujet, c'est qu'elle est plus raccord en fait. Ce qui est attendu d'un côté et de l'autre n'est plus raccord. Il y a une tension entre les deux. Et il faut trouver une solution, sinon on continuera à tourner en rond parce qu'on fera des formations, on fera des campagnes de recrutement, on fera tout ce qu'on veut, mais ce sera biaisé, puisqu'en fait, il y a une distance trop importante entre constat et attente. Merci. Olivier Taouvreux, donc je suis président du conseil de l'IUT de l'Oise. J'ai passé toute ma carrière à développer l'apprentissage et les contrats de pro dans un pôle formation de l'UIMM. Bon, on aurait pu avoir cet atelier il y a 30 ans, on aurait entendu exactement la même chose, à part le fait qu'il faut remplacer 21e siècle par 20e.
Et deuxièmement, on a des outils, les observatoires des métiers, qui sont aujourd'hui des outils d'analyse et de prospective qui sont très fins et qui n'existaient pas à l'époque. Après, je pense que si on raisonne par obligation de résultat et plus par obligation de moyens, et si on raisonne davantage positivement, ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, on a toujours eu d'énormes problèmes à atteindre nos objectifs, on les a toujours dépassés. On est passé de 300 à 3000 apprentis en 30 ans. Et pendant ce temps-là, les gens qui se lamentaient en perdaient. On a des. Alors, si je suis aujourd'hui reconnu à l'IUT, c'est parce qu'on travaille avec l'IUT, mais on a travaillé avec 12 établissements d'enseignement supérieur dans toute la France. Les profs se déplaçaient chez nous en Picardie. Donc, je pense que voilà, si on sait qu'on n'a pas les mêmes jeunes qu'avant, on sait que l'attente est différente, mais on doit fonctionner par obligation de résultat dans la formation qui se veut professionnelle ou qui se veut professionnalisante. Voilà. Et donc, ça, c'est super important. Et pour en revenir sur les vecteurs, les salons, etc., le meilleur vecteur, mais ça a toujours été, ce sont les jeunes eux-mêmes. Que surtout que les enseignants ne parlent pas des... Je m'excuse, les formateurs, ils sont moins performants que les jeunes qui font les formations. C'est comme ça. Voilà. Oui, une question. Je voudrais, Séverine Bastard, vice-présidente de l'IUT de Marne-la-Vallée et membre du conseil de l'IUT de Sénart. Je suis aussi en fait collaboratrice dans une fédération professionnelle dans le secteur de la construction pour le coup, et depuis une vingtaine d'années. Et c'est un sujet effectivement que je connais très bien, la promotion des métiers, l'attractivité, l'image, la fidélisation des jeunes. Et c'est pas qu'un sujet de dirigeants, c'est des fois un sujet de collaborateurs qui ont aussi un certain âge et qui ont un peu de mal à changer. Donc la conduite du changement de l'image, elle est aussi importante. Bon, voilà, par rapport à ce sujet. Je voulais pas prendre la parole sur ça. Je voulais juste, en fait, reprendre ma casquette là sur la partie UIT en me disant, c'est vrai que c'est super intéressant, en fait, toutes les ressources mises à disposition par les observatoires de branche sur les évolutions en compétences. Il y en a, vous avez dit, des dizaines d'études qui sortent chaque année parce que des filières nombreuses. Et je ne suis pas persuadée que l'ensemble des enseignants, au minimum les chefs de département, aient connaissance de ces ressources. Et je pense, et là c'est un petit appel, soit à l'UNPUT, soit à l'ARUT, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être refaire un petit peu cette liste des OPCO à disposition ou des observatoires de branche, les deux, et puis aller inciter les enseignants à aller effectivement se nourrir de ces matériaux, parce que c'est hyper important que ça puisse redescendre dans les enseignements, dans effectivement la communication qu'on peut avoir aussi à l'égard des jeunes. Et il y a un vrai sujet, on parle de fidélisation dans les entreprises, mais il y a un sujet de fidélisation dans les formations. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, et nous on a la même chose dans le secteur de la construction. On forme beaucoup, puis à un moment donné, on les a pas tous en fait à la sortie. Et je pense que c'est plein de secteurs d'activité finalement comme ça. Donc il y a un vrai sujet de fidélisation des jeunes, même quand ils sont en formation. Et là, il y a effectivement un gros travail aussi de la part de nos équipes éducatives, pas que au niveau IUT, mais à donner encore envie en fait aux jeunes de continuer dans cette filière, de s'insérer dans cette filière, et donc de donner à voir que y a des évolutions sur le domaine du développement durable et pas que. Enfin, voilà, c'est des secteurs d'activité qui ont évolué et ça, faut le donner à voir. Mais en général, ça fait pas mal de temps que je suis à l'IUT. Les jeunes qui mettent le pied dans la filière technologique, en général, ils en sont très satisfaits et ils poursuivent dans la filière technologique. Et puis, ils évoluent dans la filière technologique. C'est vrai que, mais il faut, c'est sûr, au départ, il faut connaître ce qu'est la technologie et comment vit une entreprise industrielle, une entreprise du bâtiment. Mais la filière technologique, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu à titre personnel ce cursus, puisque lorsque j'étais en troisième, moi, je voulais aller vers les filières technologiques. Mais mes professeurs voulaient que je fasse C, parce que j'étais très bon en maths, et ils voulaient que je fasse C. Moi, j'ai dit à mes parents, non, je vais faire T1, et après, je ferai E. Voilà. Et donc, j'ai fait E, et puis après, j'ai poursuivi mes études, et j'ai fait, à l'époque,
Ça existait, c'était la licence de sciences et techniques et puis le maîtrise de sciences et techniques. J'ai poursuivi sur la filière technologique et ensuite j'ai eu un emploi dit technique dans l'administration, mais après il a fallu que je fasse la double compétence, donc j'ai évolué vers... j'ai fait l'IAE, mais voilà, donc la filière technologique, c'est vraiment pour les jeunes, c'est une filière d'avenir, et là on s'épanouit complètement en filière technologique. Donc c'est vrai qu'il faut communiquer sur la technologie. Alors à l'époque, il faut dire aussi qu'en collège, on avait des professeurs de technologie. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas ? Oui, oui, ma fille est en 5e. Moi, je me rappelle que professeur de technologie, c'était quelque chose, quoi. Donc, et il nous donnait le goût de la technique. Et c'est vraiment une sensibilisation. Il faut la faire. La sensibilisation, il faut la faire à ce niveau-là. Au niveau de l'IUT, du pôle d'Alençon, du pôle d'Alençon de l'IUT Grand Ouest de Normandie. Ils organisent tous les ans, alors c'est une manifestation nationale qui se fait dans les différents IUT, ça s'appelle Course en cours. Eh bien, Course en cours, ça mobilise des équipes de collégiens qui ont un projet technologique en développant des voitures, des petites voitures électriques, qui doivent avoir des performances particulières. Et il y a un prix, il y a donc des activités au niveau régional et puis après au niveau national. Mais il faut voir l'ambiance qu'il y a parmi ces équipes et puis toute la découverte de la technologie par ces jeunes-là. Et je suis persuadé que par la suite, on en retrouve un certain nombre sur la filière technologique et à l'IUT en particulier. Donc il faut vraiment les sensibiliser. Et il faut leur donner le goût de la technologie. Question, oui. Une toute dernière. Si avec toutes les études, parce que j'ai bien entendu qu'il y avait des études, qu'il y avait des moyens, c'est formidable. C'est vrai que quand vous avez dit à un moment il faudra aller les voir, s'en inspirer, et que juste après vous avez dit que ça faisait 240 pages, là j'ai eu un petit moment de froid, là je me suis dit, oh, non, il y a des abstracts, très bien. Ma question c'est, aujourd'hui, vous auriez quelque chose à nous dire, monde des IUT, quelle formation nous devrions faire pour répondre aux métiers industriels que vous savez qu'il sera le plus attendu demain et qui n'est pas proposé dans l'une des 24 formations et des 85 parcours des IUT. C'est la 25e formation avec le 86e parcours. Alors, c'est aussi souvent un marronnier, ça, de se dire... il y a des métiers qui n'existent pas encore et qui ne sont pas encore couverts. En fait, finalement, l'offre de formation, elle est plutôt en adéquation. C'est plutôt de se dire, est-ce qu'elle est toujours en adéquation sur le territoire ? C'est pour ça que la première étape que nous faisons, déjà, nous, de notre côté, c'est de cartographier les entreprises industrielles sur un territoire. Parce qu'à développer une offre de formation sans que, je ne sais pas, à 50 km ou à 100 km, s'il n'y a pas les entreprises, c'est problématique au regard de la mobilité des jeunes. Deuxièmement, c'est plutôt, nous, à chaque fois qu'on sort une étude, c'est très rare qu'on se dise, tiens, il y a un nouveau métier qu'on n'avait pas vu. Mais c'est plutôt de l'adaptation au fur et à mesure des compétences et de ce fait de faire évoluer l'offre de formation. C'est pour ça que le travail que l'on a fait là dans notre étude, c'était plutôt de regarder, quelles sont déjà les formations qui ont pris en compte les compétences qui évoluent sur le sujet de la transition écologique en tant que telle. Sur les besoins, je vais reparaphraser ce que j'ai dit. C'est vraiment à un niveau ingénieur, évidemment, mais aussi vraiment métier technicien et opérateur. Voilà. Mais il y a quelques années, on nous avait demandé aussi de pousser tout ce qui était formation sur la filière des batteries électriques. Et on avait fait une étude sur le sujet, c'était il y a 3-4 ans, c'était vraiment un sujet fort évoqué. Et on avait fait une étude parce qu'on avait un peu de mal à voir. On voyait qu'il y avait une offre, par exemple, supérieure qui était en train de se mettre en place, alors que le besoin que nous commencions à identifier, nous, auprès des entreprises, il était plutôt à des niveaux d'opérateurs. Donc c'était l'inadéquation entre les besoins à court terme. Il y avait un besoin à moyen et à long terme sur les métiers d'ingénieurs et plus rapidement sur les métiers d'opérateurs. Voilà. Le tout, c'est de se tenir en veille et
voilà, on fait au mieux pour essayer de diffuser nos travaux sans que ça soit en effet des... Moi-même, je ne lis pas toutes les études. Donc... Mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, là, je me répète un petit peu, mais je pense que les métiers existent. Mais par contre, il va être nécessaire d'intégrer des modules, alors plus ou moins complets, en fonction des secteurs d'activité, mais d'intégrer des modules dans les différentes formations pour que chaque étudiant qui sort avec son bachelor de l'IUT ait une teinture plus ou moins poussée en matière de RSE pour accompagner le chef d'entreprise ou les équipes de l'entreprise. On n'en a pas du tout parlé aujourd'hui parce qu'on est sur la RSE, mais en fait la prochaine étude pour nous, c'est le sujet de l'intelligence artificielle en fait. C'est quoi les cas d'usage dans l'industrie et les impacts en termes d'emploi et de compétences. Voilà. Juste pour rebondir là au sujet de la formation. Alors nous, on va travailler aussi sur l'IA. Il y a une étude en cours. On y travaille tous en ce moment côté observatoire des métiers du BTP. Nous, quand on interroge les entreprises sur les besoins en formation, comment ils évoluent, on se rend compte qu'il y a un acteur, parce que nous, on est OPCO, donc on regarde ce qu'on finance comme formation, mais en réalité, il y a beaucoup de formations qui sont faites en dehors. Alors là, je parle plutôt formation continue des salariés, mais c'est les formations qui sont faites du coup par les fournisseurs, par les industriels. Et c'est vrai que quand il y a des petites ruptures technologiques ou des évolutions technologiques, sont souvent en fait les fournisseurs qui font les formations. Donc là, il y a le sujet par exemple des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Nous, on voit plein de formations qui sont faites par Legrand, par Schneider Electric, c'est-à-dire en fait les fournisseurs des matériaux. C'est vrai pour des nouveaux revêtements, des choses comme ça. Les formations sont faites par les entreprises qui les produisent, par Saint-Gobain, pour ne pas les citer. Et sur toute la dimension numérique, ce sont souvent les éditeurs de logiciels. On voit les gens vont se former chez les éditeurs, en tout cas pour des prestataires de l'éditeur qui vont former nos salariés sur AutoCAD, Autodesk, etc. Donc finalement, la remise à niveau ou la montée en compétences, et je pense que c'est pareil pour les installations de pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, etc. La petite montée en compétences au cours de la carrière, elle est souvent faite en réalité par des industriels qui apportent des nouvelles technologies, des nouveaux équipements et qui forment du coup les gens pour les utiliser. Bien, merci. On me fait savoir que l'autre atelier a terminé ses travaux et qu'il serait bon qu'on termine les nôtres. Donc écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Et merci à vous tous d'avoir participé à cet atelier et d'avoir posé de nombreuses questions. Merci encore.